Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Merci de nous avoir rejoints pour ce 17e meet-up de la communauté Data Science Liège, donc consacré eh bien, à l'électricité, donc à la data science pour utilities. Il y a plusieurs semaines, nous avions organisé le 16e meet-up et celui-là était dédié à la thématique de l'eau, plus particulièrement à toute la gestion et la distribution de l'eau et à l'impact et à l'usage qui peut être fait de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Merci à nos différents orateurs du jour. Vous voyez là le slide qui apparaît. Je vais les présenter dans un instant et puis leur céder la parole. Simplement pour vous rappeler que vous avez la possibilité de, bien entendu, poser vos questions eh bien, oralement à la fin de chaque présentation, à la fin de chaque talk, ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser le chat sans aucun problème grâce à la petite icône bulle dans le menu en bas à droite. Donc voilà, 15 minutes de présentation, 5 minutes consacrées dédiées aux questions-réponses. Je vous rappelle également que cette session est enregistrée, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se joindre à nous, eh bien, de revoir ce meet-up plus tard sur la chaîne YouTube du Digital Lab. Je tiens aussi à excuser le professeur Ashwinitou qui va peut-être nous rejoindre, mais qui avait un empêchement ici pour commencer avec nous ce meet-up. Donc, professeur Ashwinitou, avec qui nous co-organisons ces différents meet-up. Donc voilà, les présentations auront lieu en français et ou en anglais, hein. Comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués, nous laissons eh bien le choix libre aux personnes de s'exprimer dans la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise, et nous considérons évidemment que vous avez la possibilité de suivre ça au mieux, et de toute manière, les slides sont là pour vous aider également. Donc voilà, on va commencer avec eh bien, les représentants de l'entreprise Sibelga, hein, Sibelga bien connu, gestionnaire de réseau et de distribution d'électricité en région bruxelloise. Et vont venir nous parler ici tout de suite Martin Proctor, qui est data architecte chez Sibelga et qui lead je veux dire la Data Science and Advanced Analytics Capability, donc responsable pour l'usage et la structuration de toutes les données, la stratégie donnée au sein de Sibelga, ainsi que Jonathan Léman, manager aussi pour la team BI et Data depuis maintenant 4 ans chez Sibelga. Et donc, ils vont nous expliquer comment, en fait, en 2 ans, finalement, Sibelga a réussi à faire un bond de géant, puisque si j'ai bien compris le résumé, ils étaient partis un peu de nulle part, si j'ose dire. Et là, ils ont créé toute une stratégie, des capacités en matière de data science. Et c'est ce que vous nous allez nous présenter, messieurs. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc je vais partager alors la présentation, les slides. Désolé. Bien. Est-ce que les slides sont visibles? Alors, ils apparaissent, voilà, ils le sont. Ok. Donc merci pour la présentation. Oui, donc effectivement, le but aujourd'hui, d'abord bonjour à tous, c'est de vous présenter comment on a pu initier la data science, on peut le dire comme ça, puisqu'il y a 2 ans, nous étions à l'état de réflexion, à l'état d'idée, et on a pu maintenant passer à la réalisation. Donc pour la présentation, Nicolas vient de faire notre présentation à tous les deux, donc je vais passer rapidement au-dessus de ça. Avant de commencer vraiment sur le contenu data science, je voudrais peut-être dire un mot sur Sibelga et sur sa mission. On est un gestionnaire de réseau à l'échelle de Bruxelles uniquement, donc les 19 communes. Aujourd'hui, on représente à peu près 1500 collaborateurs, à la fois internes et externes. Et donc, comme tous les gestionnaires de réseau, on a 2 grandes missions qui sont d'une part, je vais dire, la gestion physique et concrète du réseau gaz et électricité dans les communes. Et puis, le deuxième étant la récupération et le partage au sein du marché des données compteurs et de tout ce qui tourne autour de ça. De par cette position, on est aussi un acteur important de l'énergie, du secteur de l'énergie dans son ensemble pour les
pour tous les acteurs publics de la région bruxelloise, que ce soit les communes ou les autres parties prenantes du secteur. Alors, concrètement, Sibelga a certaines particularités. Alors, bien entendu, nous sommes passés par les mêmes questions lorsque nous avons voulu initier l'idée de data science que la plupart des autres entreprises. C'est-à-dire, une fois passé le hype, l'idée que nous voulons faire de la data science, c'est quelque chose, on a cette chance dans nos métiers, c'est que c'est quelque chose qui passe assez facilement puisque la data science est à une certaine c'est un message qui passe facilement. Il s'agit derrière de se demander comment le faire, comment l'approcher, avec qui. Donc, est-ce qu'on va chercher les ressources à l'intérieur de Sibelga? Est-ce qu'on va chercher un partenaire externe? Et surtout, pour les managers et les gens de terrain, quels sont les use cases qui vont porter de la valeur? Et ces use cases-là, une fois qu'on les a pensés, sont-ils réalisables? Ça, je pense que ce sont des questions standards qu'on rencontre à travers toutes les industries. Par contre, nous avons un certain nombre de spécificités. La première, c'est qu'en tant que gestionnaire de réseau, nous avons une position de monopole de fait, ce qui fait qu'il n'y a pas la pression du marché derrière. Et pour être très clair, nous n'avons pas de service sales ou de service marketing, ce qui veut dire que l'ensemble des use cases traditionnellement générateurs de valeur directe dans ces domaines étaient en dehors de notre scope et ne nous permettaient pas de porter les messages de valeur générée. Par ailleurs, nous sommes aussi un gestionnaire de réseau sur une petite échelle, 19 communes. Si l'on compare à ce qui existe ailleurs dans le monde, on est plutôt sur un petit domaine. On a donc finalement peu d'assets et donc directement peu de données. Donc, c'est poser la question du relevant statistique dans certains use cases, certains d'ailleurs des plus visibles habituellement sur le domaine. Et par ailleurs, suite au choix technologique, on a toute une série de use cases majeurs dans le domaine qui ne s'appliquent pas. On peut penser, j'ai ici quelques exemples, la plupart de nos câbles étant au niveau aérien, tous les use cases qui couvrés, qui nous ont été proposés, qui parlaient des assets souterrains, étaient totalement en dehors de notre scope. Nous n'avons 15 km de câbles souterrains. Tout ce qui concernait les transformateurs haute tension avait été aussi dans le pipe, mais ne nous impacte pas directement. Et donc, on a dû trouver notre voie, non seulement comme c'est l'habitude au niveau du management pour montrer la valeur, mais aussi à travers nos experts internes, on a essayé de trouver des use cases qui leur parlent au quotidien, ce qui a réellement été le challenge, bien plus que des use cases qui soient sexy. Pour arriver à faire ça, en fait, ici j'ai réutilisé un motto qu'on utilise beaucoup au niveau BI. Quand on crée un data warehouse, on dit souvent start small, think big. Peut-être plus que jamais dans ma carrière, c'est ce qu'on a utilisé ici au niveau de l'analytics. Et ça dans tous les aspects. D'une part, au niveau des ressources disponibles, on sait que il est important de mettre des priorités. Donc, les ressources disponibles au départ, quand on avait l'idée, elles étaient très faibles. On parlait, j'ai mis ici avec les ressources qui sont à notre disposition. En réalité, nous avons dû, avec Martin et quelques autres personnes qui étaient vraiment dans les data, libérer des heures pour convaincre, pour aller chercher les questions. Et donc, les premières initiatives, les premiers quick wins étaient vraiment de tout petits succès générés en quelques heures pour essayer d'attirer, voilà, j'ai noté le terme spotlight, pour essayer voilà, de générer de la discussion, de générer de l'intérêt pour ce que l'on faisait. Et c'est ainsi que de tout petit succès en tout petit succès, on a pu ensuite aller vers d'abord un proof of concept et puis des premiers projets. Et ce qui est vrai au niveau des ressources, l'est également au niveau des use case business. Là où, comme beaucoup de personnes, je vais dire, dans la data science, nous avions un certain nombre de use cases, je dirais sexy en vue, il a fallu prendre le temps, comme souvent dans le business, mais peut-être plus particulièrement ici, de parler le langage du business, de comprendre leur feeling et de capter ça en quelques heures, les quelques heures qu'ils ont pu mettre à disposition, de comprendre réellement ce qu'ils veulent. Et finalement, c'est des use cases très simples qu'on a mis en place initialement. Il s'agissait initialement d'une automatisation qu'on a ensuite pu développer, dont Martine vous parlera dans les minutes qui suivent, pour finalement arriver à cette sensibilisation et à développer des use cases via des grands projets. Ce processus, comme on l'a dit, c'est en moins de 2 ans qu'on a pu partir de quelques heures entre nous à arriver à développer des projets. Et ça, on l'a fait principalement
enfin l'une des raisons principales, en tout cas au niveau humain, c'est surtout qu'on a voulu élargir au maximum l'équipe. Là où on aurait pu partir sur des use cases avec quelques personnes, on a vraiment voulu intégrer toutes les personnes qui de près ou de loin pouvaient apporter quelque chose. Bien entendu, les experts du sujet attaqué, les clients internes, le management qui était derrière. Au niveau IT, on a dès le début et dès la première use case essayé d'intégrer toutes les personnes qui pourraient à terme amener de la valeur, que ce soit ceux qui font de la modélisation de données, les data engineers, des compétences de project management aussi dès le début pour pouvoir structurer notre approche. L'architecture, bien entendu, avec Martine qui a joué un rôle très très important dans les premiers steps. Et finalement aussi toute une série d'autres personnes qui pouvaient être soit des supports sur des tâches spécifiques, voire simplement des observateurs, avec l'idée voilà, de conserver ce spotlight et de tenter d'élargir la zone qui était à notre disposition, enfin la zone de vue qui était à notre disposition. Je vais maintenant céder la parole à Martine pour l'aspect concret de ce projet. So thank you, Jonathan. So what we have now is a situation. We've got the business interested. We've got them hooked on the idea. We've got them understanding what we're talking about, and that's as Jonathan says, is crucial about getting people to actually understand what we're talking about here. Another key bit before we went and actually got our hands dirty and made a real project is we looked at process. This is something which is perhaps well, I've seen in the past, one of the areas which is most neglected when starting with things like AI, ML, data science, etc. People want to go and do the stuff. They want to build models. They want to go and put in the computing power. I've seen people put in enormous amounts of computing power at previous employers, and they never had a process of how they're actually going to use it. We took the traditional CRISP-DM approach, which I'm sure you're all very familiar with, and we adapted it to the needs of CBalga. What did this do? Well, this went and showed the business, this showed the management that we were serious, that we knew what we were talking about, that they could trust us. People were interested, people started to understand what we were doing, but they don't actually know how it works. And we really had to take the business by the hand through the different processes and explain to them, okay, this is what we're doing now, this is why we're doing it, this is what you've got to do, this is what we've got to do. And so we could say to management, we need people to do X, Y, and Z, and this is why we need it. So when you start on these sorts of initiatives, do not skip on creating your structure, your process, your documentation. So we created very clear documentation and we integrated it with our standard ways of working. So that created the trust for management, created trust for the business, and it created then a base from which we could go and develop. And that's which will be a living thing. It will develop over time as we grow. If we go to the next slide. Now, technology. That was the other big thing. In the beginning, in terms of technology, in terms of investment, we had zero cash to play with. Quite literally. Our management said, I don't want to give you money to do this because I don't have a project for it today. Okay, right. What do you do in that case? Well, we have a couple of good things which helped us. One, we had a fantastic BI environment which had been built by Jonathan and his team over the last 5 years or so. In SAS, that meant we had a lot of data, it meant we had data engineering tools already available. We had people who were really skilled at data engineering, really enjoy data engineering, which really helps obviously in these activities. We had tools for presenting to the business, so an output to the business in terms of SAS Visual Analytics is our dashboarding program and the good old-fashioned Excel, obviously. Okay, so that's that part of it done. Well, we need to go and build our models. We need to go and actually apply the algorithms. How do we do that? Well, wonder after wonder, you can get so much with open source. We would have loved from the beginning to go and have a full data science environment built specially for us on our own dedicated server. That wasn't going to happen. So what did we do? Well, we went and found VMs which had space left over on them, and we went and convinced people to give us that, to give us an access there, to give us a little bit, give us a memory here, give us a memory there. We built ourselves up an environment by bringing these things together, and then used open source with the wonderful Anaconda package, which allowed us, gave us all the tools we needed. Now, with this, by investing our time, by taking what we could, building on what we have, we were able to go and show a concrete example to the management and to the business, which really made people go and stop and go, wow. Result is they are now investing, now giving us the investment which we need to go and build a real
professional pipeline, and that's what's now being implemented. Now, just going on to what we actually did, there's a researcher called Jeffrey Ding who went and talking about China's AI, talked about unsexy AI. Well, in this world, this is one of the things which actually gets people involved. Yes, you can do the really fun stuff, the image recognition, all that sort of stuff, and we'd love to do that in the future. But first and foremost, the business had some very clear questions. One of the key operational questions we have is, when are our cables going to break? Cables are in the ground for 30 years. We can't see them. We've got very little measurement on them. How do we know when a cable is going to break? Now, we have a set of a group of engineers who work very experienced. They have a set of models which they're using, and they do this by hand, or they did this by hand up to now. We took that and we've got and applied data science techniques and using to automate it and to make it more efficient and to make it more accurate. We've been able to go and find new ways of measuring the cables, or different ways of looking at the data from the cables, different ways of processing the data from the cables. It's not perhaps something which is exciting in itself, but it made the business go, wow, you can do that with this little investment? And we say, yes. Now imagine what we can do if you give us more. And as a result, we are now bringing on our people who are dedicated to these activities. We now have a dedicated team to these activities. We have a dedicated environment, because we took something which was happening already, we showed them what else you can do, and then you're going to start to generate a pipeline of additional questions. And we have that now, a whole pipeline of questions which we're very excited to be working on in the coming years. If you have any questions on what we presented today, I mean, obviously, we'd be happy to answer your questions today. But also Jonathan and I would be happy to connect with you outside of this session at a later date as well, and to go and talk about what we've done, talk in more detail about what we've done, where we'd like to go, etc., and also pass on any of our experience and tips to anyone else who's facing these similar sorts of questions. Thank you. Thank you, Martin and Jonathan, for this very brilliant presentation, very clear and very, very interesting. Yeah, as Martin just asked, feel free to activate your mic or to share some remarks, your questions within the chat. Et n'hésitez pas à le faire dans la langue que vous souhaitez. Hello, thank you for the presentation. I'm Tom. Just a quick question about what goes into predicting when the cables will fail, and is it predicting and replacing, or like predicting, checking, and then replacing them later when they're indeed defect or broken? Well, the cables are placed in the ground, and we don't dig them up if we can avoid it. So if we see a cable is if we think a cable is at risk, then usually we will replace it, because the act of closing off a street in Brussels obviously has big traffic implications, and taking out the cable, etc., is a big job. So you're only going to interact with it if you're going to do something serious with the cable. So what sort of things impact a cable? Well, age, obviously, but also the pattern of how it's being used. What sort of load is being placed upon it on a regular basis? How is that load varying over time? The technology of the cable is also important. We also discovered that other work's happening around the cable. So our cables are underground, but obviously you've got gas pipelines which we're managing, you've got water pipelines, you've got phone lines, you've got all sorts of stuff which is happening in there, and you've got normal roadworks. Well, one of the things we found is that if people are doing work near our cables, the cables themselves are more likely to break. Having tram lines in certain cases with certain technologies also has a major impact on the lifetime of the cable. So there's multiple things which we discovered. There's also things which we found doesn't actually have that much of an impact in our case. So type of soil, for example, can have an impact on the lifetime of the cable. For us, has less of an impact. And we discovered, why is that? Well, many of our cables are in plastic tubes, so they don't touch the soil in the same way. So these things are quite well known, but one of the things we're now doing is we're now looking with the engineers, are there other factors which we haven't been able to look at in the past because the data was just too large
to be able to find the correlations, but which we can look at, which we can now investigate because we have the tools to process the data. And that's a key question that we'll be going forward with over the coming years. And then also, can we take these, what we've learned here, and apply it to other things? So not just the medium voltage cables, but low voltage cables to other assets as well, and predicting their time, their lifespan. Does that answer your question? Yes, it does. Thank you. If I You're can, I welcome. just have a quick additional one. Of course. You reduced by 10% the cables that you need to change. Mm-hmm. So was that basically saying the cables that you think you need to change were replaced? Well, no, how can I say that? There were less cables predicted to be able. No, there were less cable that you needed to change because you predicted less cables needed to change. But were these actually broken cables? I mean, how could you determine that it adds value if you don't know if they're broken or not? Well, indeed. That's a very good question. So every year, CBELGA, just like all the other network operators, has to provide to its regulator, in our case, that's Brugel, the regulator for Brussels, a plan of our investments for the next 5 years. So where are we going to put our money? And how much money do we need to maintain the network and to keep it working at a certain level? So we measure against the number of outages on it, the number of problems, number of cables failing, etc. So you are completely correct. You can say that a cable, until a cable breaks, you don't know there's a problem on it. Well, the problem is when a cable breaks, it's too late. Now, the cables themselves are relatively predictable in terms of when they're getting old and you're going to need to replace them. So is there an absolute knowledge, a perfect knowledge of, okay, this cable, if I hadn't replaced it, it would have broken? No. We're going off probability here. We're saying there is a higher probability that this one is going to break as opposed to another one. And we're refining that view of the probability of the cables. But indeed, we could have just left it in the ground and it may not have broken. But what we're assessing is the risk of, okay, if that cable breaks, how many cabins or distribution points, I should say, on our network are going to be knocked out? How many houses and businesses are going to be not going to be able to function for quite a serious amount of time if that cable stopped working? So you're making that balance. And that's why in our study, we don't say this answer is bang, the answer, it is gospel. No. That result still goes to a set of engineers who then go and look into, okay, this is a recommendation, this is a more refined recommendation, but then they're going to use their knowledge and experience to then make the final plan. So what we've done is we've reduced their work in creating that plan, but we're not completely automating it because there's that balance of risk, which the algorithm can't be left to do on its own. All right, it's clear. Thank you. You're welcome. Thank you, Tom. Is there another question? Une autre question? Une dernière peut-être? Moi, je me demandais, vous avez dit qu'au départ, le business a décidé de ne pas trop vous suivre, en tout cas ne voulait pas mettre de l'argent, investir dans ce projet. Maintenant que c'est fait et que je suppose qu'il voit que ça a des bénéfices quelque part, est-ce que vous avez vu qu'il y avait, est-ce que vous pouvez maintenant démontrer quelque chose qui vous permet d'avoir beaucoup plus de perspectives ou de ressources à investir pour l'avenir? Oui, clairement. L'idée n'était pas qu'il n'était pas preneur, mais plutôt que les priorités, tout est évidemment question de priorité en termes de ressources. Et donc la priorité n'était pas sur ces use cases. On a vraiment vu une croissance au cours de ces 2 dernières années des moyens qui ont été mis à notre disposition. Au départ, c'était réellement notre volonté de montrer cette valeur et donc on parlait en quelques heures possibles. Lorsqu'on a pu montrer les premiers succès, on est arrivé sur des petits POC, donc des efforts de l'ordre de quelques dizaines de jours. C'est la ressource principale, ça reste le manpower. Et aujourd'hui, on parle de projets de 100-200 jours. On vient de terminer le premier, enfin, il y a maintenant 2 mois, qui était de l'ordre de 150 jours, et on parle maintenant d'investissements similaires dans les mois qui viennent. Donc effectivement, on voit vraiment une croissance et un intérêt, j'ajouterais même, puisqu'on a beaucoup travaillé avec les ingénieurs responsables du plan de maintenance, mais on voit aussi un intérêt chez les autres
d'autres services où on commence à avoir des discussions, même si les use cases n'atterrissent pas encore tout à fait. Il y a vraiment une croissance progressive qu'on a vue à travers ces 2 années et oui, qui se transforme concrètement. Merci Jonathan. Thank you Martin. So let's now move to our second talk. Je vous présente Olivier Langaskens qui est avec nous. Il travaille depuis plus de 20 ans chez Engie. Il gère une équipe composée de data scientists, de data engineers, de data architects, bref, qui travaillent en fait au sein de donc Engie Marketing and Sales et donc qui vont œuvrer à une stratégie de relation client pour augmenter leur satisfaction en se basant sur des techniques de machine learning. Et c'est ce que Olivier va nous présenter maintenant. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. C'est parfait, on voit vos slides. Parfait. Je suis toujours impressionné de voir des étudiants un 30 juin, toujours assidus à écouter des séminaires. Donc voilà, je suis Chief Data Officer pour Marketing and Sales. Je vais vous dire un petit mot sur Engie, sur Marketing and Sales et plus précisément alors sur le use case qui nous intéresse. Alors, je ne vais pas être très long, mais Engie, c'est un groupe mondial. Il y a plus de 170 000 employés et on est présent dans le monde entier avec 4 gros business lines, tout ce qui est renouvelable, tout ce qui est gestion de réseau, tout ce qui est solutions techniques à des clients, la production qui se compose du nucléaire et du thermique, et puis tout ce qui est supply d'énergie. Et le supply d'énergie, ça, c'est le domaine de Marketing and Sales. Marketing and Sales, c'est donc une entité dans Engie qui est responsable de la commercialisation de l'électricité et du gaz pour nos clients B2C et B2B, et aussi toute une série de produits et services liés à la transition énergétique, pour lesquels nous voulons être un leader en Belgique et dans le monde. Alors, quand on parle de produits et services, ce sont l'installation de panneaux solaires, le remplacement de chaudières, l'utilisation de thermostats intelligents. Voilà, ça, c'est les produits et services que nous proposons. Alors, je me suis retrouvé dans la présentation précédente parce que c'est un trajet qu'on a eu, mais il y a plusieurs années maintenant. Et comme vous disiez, on est maintenant un département d'une plus de 30 personnes avec des data engineers, data architectes. Et on a un CEO qui est vraiment data freak, c'est comme ça que je le dis, de manière très positive. Et donc, on investit beaucoup dans la data. Et il y a toute une série de projets qui ont eu lieu ces dernières années et dont un dont je voudrais vous parler particulièrement. Le but, c'est vraiment de prendre toutes les décisions sur base de data. Donc, c'est ça ce qu'on appelle data-driven. Et donc, on veut, pour nos clients, donner le bon message au bon moment, via le bon canal et de manière automatique. C'est vraiment ça notre stratégie. Et encore de manière plus globale, on a un portefeuille de 2 500 000 clients B2C et B2B. Et si vous êtes CEO de cette entité-là, votre but, c'est de garder vos clients et d'en acquérir de nouveaux. Et donc, vous voulez communiquer de manière intelligente avec eux. Alors, il y a différents cas de figure, cas d'usage, comme on les appelle. C'est vous voulez acquérir des nouveaux clients, donc c'est par exemple Tom. Ou bien c'est un client que nous avons et vous voulez lui proposer un remplacement de chaudière ou l'installation de panneaux solaires. Ou bien c'est un client, et donc ça on appelle du cross and upselling. Ou bien c'est un client qui veut nous quitter et donc il y a un process dans le marché des utilities qui nous avertit que ce client veut nous quitter et on a 20 jours pour essayer de le garder. Ou bien c'est des clients qui nous ont quittés et qu'on veut acquérir à nouveau. Et donc, tous ces use cases, tous ces cas d'usage sont très importants pour nous parce qu'ils correspondent à des moments de vie de nos clients. Et donc, on veut les approcher de manière intelligente. Et pour pouvoir définir ces différents cas d'usage, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et donc, il y a une notion de test, d'expérimentation qu'on veut faire en continu. Et donc, en continu, on va essayer certains cas d'usage, j'y reviendrai après. Et puis ceux qui marchent, on les industrialise
Et donc, notre vision, c'est qu'il y a toute une série de campagnes, des dizaines de campagnes marketing différentes qui utilisent les différents canaux que nous avons. C'est le mail, mais c'est aussi le contact téléphonique, ou c'est ce qu'on appelle les door-to-door pour approcher nos clients. Et encore une fois, de manière intelligente. Et donc, 80% est automatisé, et puis on expérimente. Et on regarde les résultats. Pour ce faire, on a, depuis 1 an et demi, investi dans une plateforme qui fédère en fait toutes les personnes liées à la data, principalement les data scientists, qui utilisent une technologie de Amazon Web Services où ils peuvent développer leur modèle, partager leur code avec les différents data scientists, qui peuvent faire tourner donc leur modèle et générer des outputs. Cet output est intégré dans toute l'architecture de marketing and sales. Donc, ça veut dire que si un data scientist développe un modèle et parvient à définir, par exemple, qu'un client va nous quitter, cette information sera transmise sur une interface utilisateur de nos agents de vente. Ça peut être un opérateur call center, ça peut être un door-to-door qui a cette information et qui va pouvoir adapter son sales pitch en fonction de la situation du client. Donc, on a là toute la suite d'Amazon Web Services qui est à disposition. Alors, je ne suis pas un grand technicien, mais à force, j'ai appris à connaître ces différents modules. Et donc, c'est des Redshift, SageMaker, GitHub. On utilise tout ça pour avoir la vue la plus complète possible du client. C'est ce qu'on appelle la vue 360. Et le but n'est pas juste d'avoir cette vue 360, c'est d'avoir des datas qui vont déclencher ce qu'on appelle chez nous le Next Best Action. Avoir ces données de manière cohérente pour l'ensemble de notre portefeuille client et qui est mise à disposition de tous les canaux et de tous les agents de vente. C'est vraiment ça ce qu'on a réalisé ces dernières années. Et je sais que le présentateur suivant va parler d'Amazon Web Services. Donc, c'est une plateforme qui est mise à disposition par le groupe. Toutes les entités du groupe utilisent ces technologies-là pour développer des modèles et pour vraiment dynamiser ces modèles. Un aspect important, c'est on développe un modèle, on le teste et on regarde les résultats. Et aussi, on collecte de l'information supplémentaire suite à la conversation que le client a avec nos agents de vente. Et donc, l'agent de vente va collecter des datas supplémentaires qui sont réinjectées dans nos modèles pour les améliorer. C'est vraiment ce cycle de je publie, je collecte de nouvelles informations, j'améliore mes modèles. Et ça, c'est un slide important que je voulais partager avec vous et donc qui montre un peu notre manière de travailler. Quand on a un lead, donc un lead, c'est par exemple quelqu'un qui veut nous quitter suite à son comportement. Et donc, quand je parle de comportement, les datas importantes pour nous, c'est si vous faites sur notre site web 5 simulations de prix, et puis que vous téléphonez à notre call center et que vous demandez des informations sur votre contrat, eh bien, toute cette information va être collectée et il y a des modèles de churn qui vont tourner et qui vont dire vous, probablement, que vous allez nous quitter. Dès qu'on a cette information-là, donc ça s'appelle un lead, on va aussi regarder la valorisation de ce client-là, puisqu'on en reçoit, et le marché en Belgique est très, très dynamique, un des marchés les plus dynamiques en Europe. Et donc, on ne sait pas traiter tous les leads, et donc il faut les prioriser. Et on a aussi toute une série de modèles qui nous permettent de valoriser le client en fonction du type de produits et services qu'il a, en fonction de son comportement. Si vous nous téléphonez tous les jours, ça a un coût et ce sera analysé dans la manière de calculer cette valeur du client. Ce qui est important aussi, c'est de savoir différencier les différents clients. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Et c'est pour ça qu'en fonction de cette situation-là, on va adapter
notre proposition de valeur, la manière de satisfaire le client. Et des exemples, c'est, je reprends mon exemple, si vous avez fait beaucoup de simulations de prix et que par exemple vous avez participé à un buying group, c'est très à la mode en Flandre, un peu moins en Wallonie, mais il y en a quand même, bien, on va supposer que c'est le prix qui vous importe le plus. Et donc, on va proposer une promotion qui sera à la mesure de vos attentes. Mais ça peut être aussi un client qui a reçu ce qu'on appelle un bill shock, parce que les prix ont augmenté, parce que sa consommation a augmenté, et donc notre approche va être différente. On va d'abord lui expliquer pourquoi il a un bill shock et lui proposer des solutions, peut-être de transition énergétique, hein, peut-être que sa chaudière est vieille et consomme beaucoup, peut-être qu'il n'a pas de vue sur sa consommation tous les jours. Et donc, voilà, on va adapter notre sales speech et notre manière d'adapter notre message aux clients. Il y a aussi le canal qui est très important. Je suppose que j'ai ici une audience qui est très digitale parce que jeune. Il y en a d'autres dans notre portefeuille client qui ne le sont pas. Et donc, on va les approcher en fonction de leurs canaux de prédilection. Et donc, ce sera envoyer un email, ce sera téléphoner, ce sera une approche porte à porte. Et donc, c'est tout ça que les modèles vont développer pour pouvoir approcher les meilleurs clients au meilleur moment. Et donc, notre vision et les résultats qu'on a, je vais vous citer quelques chiffres, c'est en ayant cette approche personnalisée, on améliore la satisfaction du client. Et donc, on garde notre portefeuille le plus constant possible, les 2 400 000 clients. Donc, ça se mesure via un NPS, c'est un score, Net Promoter Score, et on voit depuis plusieurs années que ce score augmente au fil du temps. C'est bien sûr aussi des taux d'acquisition qu'on mesure. Avant, on avait une manière d'approcher le client et maintenant, on parvient à améliorer le hit rate. Et les ordres de grandeur, c'est des améliorations, des uplifts de l'ordre de 20%. C'est aussi, et je vous l'avais expliqué, la valeur du client. Donc, tous les clients ne génèrent pas la même valeur. Et donc là, avec tous les modèles qu'on a développés, et bon, ce sont des modèles en fonction du churn du client, en fonction d'un discount rate, en fonction du profil du client, nous permettent d'augmenter la valeur de plus de 40%. Et ça, c'est très important pour nous. Donc voilà, c'est un peu notre approche commerciale par rapport à l'ensemble de nos clients. Je sais que on m'a posé quelques questions sur les datas qui sont utilisées. Bon, j'en ai déjà cité quelques-unes. Si vous allez sur notre site web et que vous identifiez, ben, tout votre parcours client va être logué. Et donc, ça va nous permettre de mieux vous connaître. Si vous téléphonez à notre call center et que vous avez certains types de questions, c'est logué. Si vous êtes client récent, parce que c'est un point important, le marché est très dynamique et on voit qu'il y a des cycles de contracting, c'est-à-dire qu'un client qui est très au courant du marché des utilities, en général, toutes les années, il va vouloir changer. Et donc, on va avoir une approche pour ces clients plus dynamiques. C'est aussi la région. Il y a, comme je disais, le marché en Flandre est plus dynamique qu'en Wallonie. Et donc, c'est toutes des datas qui sont importantes. L'âge, le pack que vous avez chez nous sont toutes des informations qu'on utilise pour pouvoir, encore une fois, personnaliser notre approche. Une manière qu'on a de calculer le lifetime value du client, c'est, puisque chaque cas est particulier, les modèles ne peuvent pas générer ou faire tourner un modèle par client. Et donc, on a clusterisé notre portefeuille client en fonction de pas mal de critères. Et en fonction de ça, on parvient à calculer non seulement la marge qu'il génère, mais les coûts
aussi qu'il génère pour justement définir cette valeur. Voilà, je peux continuer à parler de tout ça. Il y a quelques conclusions qui me sont venues lorsque j'ai préparé cette présentation. Tout comme la personne de Sibélia qui a fait la présentation, devenir data-driven, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il faut avoir une infrastructure, des fondations, il faut avoir des équipes. Et donc, c'est un long voyage. Le fait d'avoir une infrastructure, ce n'est pas suffisant. Il y a tout un change qui doit être amorcé pour que les équipes techniques utilisent cette nouvelle infrastructure, mais aussi pour que toutes les équipes prennent leurs décisions quand ils définissent les campagnes, basent ça sur des data. Et donc, c'est un message que j'ai presque en permanence quand je reçois des fournisseurs qui veulent nous approcher. Nous travaillons par cas d'usage, des use cases. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Et c'est ça qui nous intéresse pour améliorer notre compétitivité. Le change management, j'en ai touché un mot. Il y a pas mal de rôles à définir dans une organisation. C'est des data architectes, des data engineers, des data stewards. Et on ne peut pas faire ça sans le support du top management parce que c'est assez structurant. Et donc, je vous disais que notre CEO est data freak. Ça aide beaucoup quand on veut transformer une organisation. Et puis le dernier, c'est que ça vaut la peine parce que le business case est positif pour marketing and sales. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Olivier. Je vais peut-être voir s'il y a des questions. N'hésitez pas. Y a-t-il des questions? Oui, c'est Thomas qui parle, donc je suis le présentateur suivant. Je voulais rebondir sur ce qu'Olivier disait. Olivier, d'une certaine manière, vous avez déjà introduit la moitié de ma présentation parce que vous avez parlé d'être data-driven, de poser des fondations, de la partie change management, de cas d'usage. Voilà, mais en fait, je suis exactement en phase avec ce que vous avez dit. Par extension à ce qu'avait dit Jonathan sur le cas d'usage Sibelga, où on voit vraiment une courbe de maturité, en fait. Hein, c'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, c'est tout à fait un hasard qu'on s'entraîne comme ça dans les présentations, mais Sibelga est en train de poser ses premières fondations. On voit qu'Engie est peut-être à un niveau de maturité un peu plus avancé et commence à passer à l'échelle. Et finalement, voilà, moi, je vais présenter une approche pour justement poser ces fondations, mais encore une fois, je suis parfaitement en face avec ce que vous avez tous les deux présenté sur la maturité, la nécessité de travailler par cas d'usage, de poser des fondations et d'aborder toute la partie de change management. Voilà. C'était plus ça que je veux dire plutôt qu'une question en tant que telle. Tant mieux, et c'est normal, je pense. Merci Thomas. En tout cas, ça fait d'office une excellente transition. Peut-être juste une courte question, si je peux me permettre, parce qu'Olivier, vous avez dit que vous ne saviez pas à l'heure actuelle traiter l'ensemble des leads. Et moi, je me suis posé immédiatement la question de savoir si c'était par manque de capacité tout simplement ou de temps, ou si c'est un choix en considérant que certains leads ne valent tout simplement pas la peine d'être traités. C'est une combinaison des deux, en fait. Vous avez parfaitement résumé. Donc, un lead, quand on le traite pour un appel téléphonique, c'est 5-6 minutes de conversation. Et donc, il faut prévoir de la capacité des opérateurs pour les traiter. Et donc, on ne peut pas se permettre d'envoyer les milliers de leads que nous avons par mois. Et donc, il y a un problème de capacité. Et puis, effectivement, il y a des clients qui ont plus de valeur que d'autres. Et donc, on ne veut pas traiter de la même façon tous ces clients.
Merci beaucoup, ça répond tout à fait à ma question. Merci pour votre exposé et pour les interactions. Donc, je cède alors la parole à Thomas d'Allemagne, donc, qui travaille pour le groupe Micropole, architecte et chef de projet dans un premier temps, et aujourd'hui il pilote une équipe de plus de 40 personnes réparties sur 3 pays, avec comme principale mission d'aider les clients de Micropole à devenir data-centric, justement en exploitant au mieux les technologies du cloud, et ça a déjà été un peu évoqué aussi par Olivier au travers de la suite Amazon Web Services. Donc voilà, Thomas, je vous cède une bonne présentation, je vous cède la parole. Merci, merci Nicolas. Alors, j'essaie de partager mon écran, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Laissez-moi juste rafraîchir ma page web. Je pourrais essayer. Thomas, vous êtes toujours avec nous? Voilà, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, oui. Ah, voilà, on Voilà. voit votre écran. Oui, j'avais un petit problème de connexion. Vous voyez bien les slides? C'est parfait, super, merci. Voilà, et donc, d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. Hein. C'est toujours un plaisir de partager un peu nos expériences. Donc, vous l'avez dit, moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la data, et en fait, depuis quelques années, j'ai plongé un peu dans les technologies du cloud. Et plus récemment, j'ai lancé en fait, au sein du groupe Micropole, qui est une société de conseil autour de la data et du digital, en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Donc, j'ai lancé leur pôle, leur centre d'excellence sur les technologies Amazon, qui s'appelle Lucine de Cloud. C'est pour ça que vous verrez ce petit logo apparaître sur les slides. Moi, je vais vous parler aussi d'un cas d'usage qu'on a mis en œuvre au cours de l'été. Donc, on a démarré avec ce cas d'usage au cours de l'été 2020. C'est quelque chose qui s'est fait complètement en digital, d'ailleurs, ce qui est toujours un peu compliqué sur un nouveau projet, mais finalement, aujourd'hui, avec les moyens modernes, on est capable de le faire. C'est un cas d'usage pour l'opérateur, le gestionnaire de réseau d'électricité et de gaz luxembourgeois. Alors, vous verrez que je ne cite pas son nom parce que on va en faire un case public, mais le processus est en cours, ce n'est pas encore le cas actuellement. Ce gestionnaire, aujourd'hui, a sous sa responsabilité 10 000 km de réseau électrique, 2200 km de réseau gazier, 300 000 clients, à peu près autant de compteurs intelligents. Donc, ce n'est pas un gros opérateur du marché, néanmoins, il commence à avoir une vraie problématique de data. Et on a parlé tout à l'heure, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant avec les présentations précédentes et la façon dont tout ça peut s'articuler, on a parlé vraiment de la nécessité de poser une fondation et de commencer à monter en maturité sur la data. Bien, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler d'un modèle de machine learning ou de comment on a fait de la maintenance prédictive sur le réseau. Je vais plutôt vous parler de la manière dont on a abordé toute la problématique de transformation autour de la donnée chez cet opérateur, dans cette entreprise, pour poser les bonnes fondations. Vous verrez qu'il n'y a pas que l'aspect technique, hein, il y a aussi des aspects organisationnels, conduite du changement, pour justement être capable, une fois ces fondations posées, de passer à l'échelle et d'aller chercher des cas d'usage beaucoup plus avancés qui sont à ce moment-là très, très créateurs de valeur. Donc, juste pour poser un petit peu le contexte en termes de data et comprendre un petit peu dans quelle mesure nous sommes rentrés en contact avec cette entreprise. En fait, cet opérateur aujourd'hui pilote donc 300 000 compteurs intelligents. Ces compteurs intelligents, vous savez comment ça fonctionne. Ils remontent plusieurs fois par jour, en fait, plusieurs fois par heure, différents types de mesures. Ça fait évidemment des volumes de données qui sont conséquents. Aujourd'hui, ces indicateurs sont collectés par une tierce partie qui s'appelle Lux Metering, qui va les parser, les nettoyer, les valider. Ensuite, ils vont être intégrés dans le système, le RP en fait, de ce gestionnaire de réseau qui tourne sur SAP, croisés avec d'autres informations, des master data clients, etc. Et puis, les informations vont aussi être transmises aux producteurs d'énergie qui, à ce moment-là, vont pouvoir facturer leurs clients en conséquence. Néanmoins, depuis janvier 2021,
le régulateur luxembourgeois exige que, en fait, la facturation se fasse non pas d'une estimation avec une régularisation, hein, vous savez, comme ça se passe encore beaucoup en Belgique. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça partout. Je sais que chez moi, je viens de faire poser un compteur intelligent, mais je sais que mes voisins n'en ont pas, et donc c'est encore ce mécanisme où vous avez une facture annuelle, puis on la réajuste. Ici, le Luxembourg a, en fait, par la voie législative, imposé aux distributeurs et aux producteurs d'énergie de facturer sur base de la consommation réelle. Et donc, l'objectif, la mission que nous avons reçue, nous, en accompagnement de cette entreprise, c'est en fait de poser les fondations pour être capable de collecter la donnée venant de différents systèmes, de l'intégrer, de pouvoir l'intégrer relativement facilement en quasi temps réel, en real time, afin de la croiser, la nettoyer, la communiquer aux bons acteurs et évidemment aussi, à terme, de pouvoir commencer à extraire de la valeur de cette donnée pour des usages un peu plus modernes, notamment dans le cadre de la data science. Voilà. Donc ça, c'était l'objectif. En fait, avant de passer à ce slide-là, cet acteur, cette entreprise, a d'abord essayé de déployer une fonction de données avec ces technologies traditionnelles on-prem, en l'occurrence du SAP. Ça n'a pas donné un résultat très concluant parce qu'il y avait des problématiques de volume, des problématiques de latence, et puis il y avait une question de coût aussi. Hein, SAP, quand on intègre tout dans SAP, les technologies HANA, forcément, le prix de la licence derrière peut être très, très conséquent. Donc, ils se sont tournés vers les technologies de cloud, et en l'occurrence, les technologies Amazon. Et donc, nous avons été mis en relation avec cette entreprise au travers d'Amazon, parce qu'on est partenaire d'Amazon. Alors, ce qu'on a proposé, justement, ce n'est pas uniquement une approche technique ou une solution technique, c'est plutôt une approche de transformation que nous articulons autour de 3 piliers. Il y a évidemment le pilier technique, hein, vous voyez le bloc du milieu, l'architecture, avec une solution technique, avec des pipelines de données, avec toute l'intégration nécessaire, et puis les aspects de sécurité, de réseau, de topologie, de conformité. Ça, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont maîtrisées dans le cloud. Mais en fait, cette manière de fonctionner pour poser ces bonnes fondations-là, à la fois en termes de data et à la fois au niveau du cloud, en fait, ça demande de nouvelles compétences, de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités, et donc, en fait, une évolution de l'organisation. Et ça, c'est le pilier que vous voyez sur la gauche, où on va aussi accompagner finalement cette entreprise. C'est un processus qui est en cours aujourd'hui dans la redéfinition des équipes. On va essayer de créer un centre d'excellence autour de la data, une équipe qui est data-centrique vraiment au sein de l'organisation, qui va dépendre du Chief Data Officer et qui, elle, va consolider ou concentrer toutes les compétences nécessaires pour la mise en œuvre des fameux cas d'usage dont on parlait tout à l'heure. Et c'est là, Olivier, où je te rejoins encore une fois complètement, et je pense que Jonathan aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de regrouper les bonnes compétences au sein d'une équipe pour pouvoir accélérer. Et ici, c'est vraiment les compétences analytiques, les compétences liées autour de la data et de la modélisation, les compétences de la data science, bien sûr, et puis aussi, dans le cas d'espèce, ici, les compétences liées au cloud. Voilà, alors, après, on est aussi en train de cette entreprise à revoir un petit peu ses processus liés autour de la donnée, comment justement capturer les cas d'usage, avec quels outils, comment construire et faire évoluer toute cette plateforme de façon agile, comment opérer cette plateforme aussi, et comment progressivement introduire de la gouvernance de la donnée, mais de façon très pragmatique. Pour ceux d'entre vous qui ont un peu touché à la gouvernance de la donnée, vous savez qu'il y a souvent des exercices qui ont été lancés dans les entreprises qui sont très top-down, où on essaye de faire un grand inventaire de tout ce qu'on a et de définir toutes les règles de transformation. C'est souvent pénible et difficile, et on ne voit pas toujours la valeur ajoutée à court terme. On va plutôt, nous, essayer d'introduire la gouvernance de la donnée de façon pragmatique, sur base justement des premiers cas d'usage qu'on va intégrer. Alors, je vais aller assez vite là-dessus, mais ça, c'est ici ce qu'on a proposé comme approche à ce client, comme méthode pour arriver finalement rapidement à produire, à sortir les premiers cas d'usage. Donc, on a une phase de design qui va durer quelques semaines. Hein, c'est très dense, c'est très concentré, mais l'idée derrière, c'est de poser la vision à long terme. Et là aussi, Jonathan a dit tout à l'heure, think big, act small, c'est toujours le même principe. J'ajouterais aussi keep it simple. Les vertus de la simplicité, on ne le répète jamais assez, c'est vraiment absolument essentiel. On est très souvent confronté au syndrome un peu du overthinking ou over-engineering, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des choses qui sont trop complexes dès le départ, on n'a pas la maturité et ça ne fonctionne pas. Donc,
On va essayer de poser les bases pendant quelques semaines autour des sujets dont je vous parlais, c'est-à-dire le paysage data, les premiers cas d'usage à très forte valeur ajoutée, et donc on va vraiment commencer à constituer le backlog de cas d'usage, l'architecture technique bien entendu, l'organisation cible, quelle équipe, comment elle va s'intégrer dans l'organisation existante, avec quels mécanismes et quels outils, et puis tout ce qui touche à la gouvernance de la donnée et à la gouvernance du cloud. Alors quand je dis gouvernance du cloud, pensez pilotage du cloud, gestion des aspects financiers du cloud, gestion de la sécurité dans le cloud, gestion de conformité, etc. Ça, c'est ce qu'on propose comme approche, et puis on démarre avec un ou deux premiers cas d'usage sur les premiers sprints qui sont un bon mix en termes de complexité. Donc, on va chercher des cas d'usage qui ne sont pas trop complexes, mais qui ont une forte visibilité ou en tout cas beaucoup de traction du côté du métier, de façon à créer un peu le momentum et à générer aussi, encore une fois, comme le disait Jonathan tout à l'heure, de l'envie de la part du métier pour aller plus loin et pour accélérer. Voilà, alors je vous ai fait un peu la version courte de l'approche projet. Je voulais vous montrer aussi l'architecture fonctionnelle. Ça, c'est ce qu'on va mettre en avant comme architecture de référence. Après, c'est toujours un petit peu adapté selon les besoins de l'entreprise. Des entreprises vont mettre l'accent beaucoup plus sur la partie temps réel, d'autres sur la nécessité d'avoir une couche d'intégration propre. Parfois, on va commencer avec des cas d'usage vraiment très orientés data science et machine learning. Mais globalement, ce que vous voyez là, c'est simplement, c'est pas du rocket science, quoi. C'est un peu les bonnes pratiques actuelles. Si vous allez voir un petit peu comment Amazon recommande de construire une plateforme de données moderne qui peut adresser à terme, en fait, tous les cas d'usage de la data, eh bien, vous allez trouver quelque chose de fort similaire. L'idée, c'est de pouvoir capturer la donnée en format brut et natif dans une première couche qui va être un data lake, d'être capable, malgré tout, dès le départ, de la traiter en temps réel, le cas échéant, si vous avez des cas d'usage qui imposent le traitement en temps réel. Et c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle une speed layer sur la partie inférieure du schéma. Et puis cette donnée brute, on va pouvoir l'explorer, on va pouvoir vraiment l'exploiter. Et les data scientists aiment bien aller plonger les mains dans un data lake pour avoir de la donnée brute, mais souvent ils aiment bien quand même aussi combiner ça avec de la donnée qui est traitée. C'est un peu l'approche par médaillon. On parle de la donnée bronze, silver, gold. Eh bien, si vous avez construit des modèles de machine learning, vous savez qu'on va souvent aller traiter 7 de données brutes, mais on va les combiner avec des données de référence ou des master data qui vont être, eux, potentiellement déjà traitées. Voilà, donc on va donc se donner, en fait, finalement, ici, la possibilité de traiter ces données selon, justement, les cas d'usage de différentes façons possibles. Et c'est là où le cloud est extraordinaire, parce que le cloud, c'est une boîte à outils gigantesque. Pour chacune de ces boîtes que vous voyez là, vous allez avoir, du côté Amazon, en fait, une série de services, serverless ou managés, que vous allez pouvoir activer littéralement en quelques minutes et qui vont tout de suite vous aider à être productif pour mettre en œuvre vos cas d'usage. Et puis derrière, il y a tout l'aspect aussi exploitation de la donnée, delivery de la donnée et diffusion de l'information, où là, aujourd'hui aussi, on a de plus en plus de mécanismes possibles. On n'est plus du tout dans le monde traditionnel de la BI, où on fait de l'analyse de performance avec des outils de restitution. Ça fait partie des cas d'usage de ces plateformes de données modernes, mais on en a beaucoup d'autres où on va exposer finalement de la donnée à travers des API, dans un mode data as a service par exemple, ou alors on va repousser de la donnée sur des systèmes de queuing vers des applicatifs une fois qu'elle a été traitée, ou une fois qu'on a le résultat de l'exécution d'un modèle par exemple. Donc là aussi, le cloud va nous donner énormément de possibilités au niveau technique pour répondre finalement à tous ces cas d'usage. Voilà, alors si je regarde un petit peu ce qui s'est fait chez ce gestionnaire de réseau dont je vous parlais, on a commencé avec quelque chose d'assez simple. Encore une fois, on pose les fondations. Et pour eux, la première nécessité, c'était de répondre en fait à cette contrainte régulatoire et donc d'être capable de produire, de capturer la donnée en quasi-temps réel, de l'analyser, de l'intégrer et puis de produire vraiment des rapports, des dashboards de suivi par rapport aux compteurs intelligents, aux valeurs qui sont capturées dans ces compteurs intelligents et aux éventuels problèmes d'intégration qui pourraient se poser entre la donnée qui est capturée, les master data qui existent dans SAP, mon compteur me montre de la donnée mais marqué inactif, comment est-ce possible, et également les données qui sont poussées en aval vers les producteurs d'énergie. Alors ici, vous voyez quelque chose qui fait un petit peu appel à l'iconographie d'Amazon. Donc,
si vous n'êtes pas un expert, ça n'a pas d'importance. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que derrière chacune de ces petites icônes, il y a un service AWS, en général, qui est un service managé, voire totalement serverless, et qui donc est littéralement activable en quelques minutes. Alors, on va y mettre de la sécurité, on va chiffrer tout ça, donc ça prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est vraiment de la commodité, hein, c'est de l'informatique qu'on va activer à la demande, et chacun de ces services va nous permettre, en fait, voilà, de livrer ces cas d'usage et de traduire notre architecture fonctionnelle en quelque chose qui fonctionne, enfin, qui marche en pratique au niveau technique. Voilà, on a utilisé des outils comme S3 dans Amazon, on a utilisé des outils comme Redshift, et on a produit dans les premiers cas d'usage un certain nombre de dashboards au niveau de tableau. J'ai fait quelques captures d'écran ici. Vous voyez qu'en fait, on peut naviguer avec l'outil tableau à travers une carte géographique, aller voir toutes les données des compteurs intelligents, repérer les problèmes éventuels qu'il pourrait y avoir dans une mesure ou dans une courbe de charge qui est montée par un compteur, etc. Bon, je reviens rapidement sur ce slide-là, parce qu'en fait, l'objet aujourd'hui de ce setup, c'est la data science dans le monde de l'énergie. Vous remarquerez que je ne vous ai pas beaucoup parlé encore de data science. Ça fait partie des cas d'usage qu'on va aborder maintenant avec un outil qui s'appelle SageMaker. Alors, si vous ne connaissez pas SageMaker, ben, je vous engage évidemment à aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une boîte à outils, c'est un framework complet pour développer, entraîner, déployer des cas d'usage de machine learning et du machine learning, des modèles de machine learning à l'échelle, qui est quelque chose qui est extrêmement bien fait parce que ça vous permet de pouvoir entraîner vos modèles, quelles que soient les ressources que vous ayez besoin, sans passer du temps sur le côté infrastructure. SageMaker va vous aider à avoir toutes les ressources dont vous avez besoin, le temps que vous en avez besoin pour entraîner vos modèles. Et puis, vous allez payer évidemment la consommation de ces ressources. Alors, vous avez un studio dans SageMaker, vous avez des modèles qui sont pré-préparés pour vous, mais vous pouvez amener vous pouvez importer vos modèles. C'est extrêmement bien fait et surtout, c'est tout à fait intégré avec le reste de la plateforme. C'est ça, évidemment, l'intérêt de cette approche. C'est qu'en posant les premiers cas d'usage, j'ai commencé à collecter ma donnée dans mon data lake, j'ai commencé à l'intégrer dans ma couche, dans mon outil Redshift, et ce faisant, je vais pouvoir très rapidement déployer des cas d'usage avec du machine learning et tout de suite les industrialiser, les passer à l'échelle et les exploiter, c'est-à-dire réinjecter le résultat dans mes applicatifs et mes processus métiers. Thomas, je me permets de vous interrompre parce qu'on arrive tout doucement au bout. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de donner un petit mot de conclusion. Voilà, j'ai fini. Excusez-moi, j'ai parlé peut-être un peu longtemps. C'est juste pour vous dire qu'il faut passer par ces différentes phases, et on en a déjà parlé. Il y a vraiment une phase de conscientisation autour de la data, une phase où on va poser les fondations autour des piliers dont on vous a parlé tout à l'heure. On engage dans la réalisation et elle est drivée par les cas d'usage, cette réalisation. Et puis, on arrive à une phase de maturité où on va pouvoir exploiter ces données au maximum. Voilà, et j'ai fini. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation et ce partage finalement aussi de bonnes pratiques, et j'ai envie de dire en termes de méthodologie, très intéressant. Et donc j'en profite également puisque Micropole est également le sponsor de notre communauté Data Science Liège, donc merci également de nous permettre de faire tout cela. Donc, on va certainement se retrouver à la rentrée et je l'espère en présentiel, hein, puisque c'est quand même plus sympa. Comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués, normalement, on a l'occasion de prendre un petit verre après et d'avoir des échanges un peu plus informels. Donc voilà, cela reprendra, croisons les doigts, à la rentrée avec beaucoup de plaisir. Si vous avez un sujet à nous proposer, si nos orateurs du jour vous ont inspiré, je vous propose de nous envoyer un petit mail pour nous faire part de votre proposition ou en tout cas d'en parler autour de vous. Et donc voilà, un tout grand merci à vous messieurs qui avez présenté aujourd'hui, qui avez partagé ces retours d'expérience. Merci aussi à notre audience qui était là pour interagir, poser ses questions et voilà, et je ne doute pas que d'autres qui n'ont pas pu se joindre à nous n'hésiteront pas d'aller revoir le recording, le podcast en ligne. Voilà, vous avez toutes les infos qui s'affichent à l'écran. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, je vous souhaite une très bonne suite de journée, de bons congés et à très bientôt. Merci à vous aussi, bonne vous. journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Merci, au revoir.